En vente libre dans la plupart des pays du monde, l'alcool est obtenu par la fermentation de fruits et de céréales riches en sucre ou par distillation. Les mots alcool et drogue sont rarement accolés, en particulier en France où pourtant 20% de la population abuse de la boisson. Au service addictologie de Philippe Battel, l'alcool représente 80% des consultations. L'alcool, drogue, ça fait bondir beaucoup de gens, pas simplement les alcooliers et les viticulteurs. Ça fait bondir un ministre de la Santé, M. Mattei, dans une émission grand public, a dit « Ah non, l'alcool, c'est pas une drogue ». Et d'ailleurs, il y a bien des scientifiques pour le dire. Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser. Si une drogue, c'est un produit qui va potentiellement, chez un sujet qui l'utilise, engendrer une dépendance, il n'y a pas photo, l'alcool est une drogue. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non? C'est sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Ah non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh bah moi, j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Si on doit prendre comme marqueur le nombre de décès, alors évidemment, il faut mettre le paquet sur l'alcool. 45 000 personnes par an en France, 3 canicules depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable? And so this is Christmas. Then I'd get a friggin' taxi. Another year. Anybody think we should keep going? A new one just begun. Any next of kin. And so this is Christmas. Les campagnes de prévention mettent invariablement l'accent sur les dangers de l'alcool au volant. Elles oublient les violences familiales et les dépressions qui accompagnent souvent l'alcool. L'alcoolisme, quant à lui, paraît anecdotique dans les messages de santé publique. Il touche pourtant 76 millions de personnes dans le monde. Et l'alcool, comme toutes les drogues, modifie le cerveau en profondeur. Happy New Year. Let's hope it's a good one. Son impact sur le cerveau est même si complexe que les chercheurs comme Philip Gorwood le surnomment la drogue sale. Et l'alcool a en plus une particularité qui va le rendre encore plus compliqué dans son analyse, c'est qu'il a une diffusion extraordinaire. C'est une molécule toute petite, hein. Elle a la particularité de passer à travers la membrane cellulaire et donc de diffuser très facilement dans le cerveau, dans le placenta, dans le neurone même. Mais l'alcool va agir donc sur plein de récepteurs différents et même à l'intérieur de la cellule, ce qui la rend très compliquée parce qu'on ne peut pas regarder un récepteur qui va être au carrefour clair des effets neurologiques et centraux, psychologiques, observés suite à la consommation d'alcool. La plupart des drogues concentrent leur action sur un certain type de récepteur. Le principal ingrédient de l'alcool, l'éthanol, tape sur presque tout le système. Il touche les réseaux de l'acétylcholine, de la dopamine, du glutamate et surtout du GABA. Dans un cerveau sans alcool, le GABA agit comme le grand ralentisseur de l'activité des neurones. En ciblant les récepteurs du GABA, l'éthanol exagère le ralentissement du cerveau. C'est à cela qu'on doit l'effet relaxant de l'alcool, mais aussi la somnolence et l'amoindrissement des réflexes qui sont responsables d'1/3 des accidents mortels sur la route.
Le monde entier a tendance à réduire sa consommation d'alcool, mais les jeunes femmes en particulier, boivent de plus en plus et de plus en plus tôt. Une précocité qui les rend plus vulnérables à l'alcoolisme. Dans nos sociétés, rien de plus banalisé que la consommation d'alcool. De l'apéro au bon dîner, tous les prétextes sont bons pour boire un verre. Pour les scientifiques, pourtant, l'alcool est une drogue au même titre que la cocaïne et l'héroïne. La répétition de l'activité de l'alcool va amener à des effets d'adaptation. L'organisme, il a une philosophie dans la vie, c'est l'homéostasie. Alors c'est un terme un peu barbare, mais pour dire quelque chose de simple, c'est le retour à un état d'équilibre. Il n'y a pas plus conservateur que le cerveau et que l'ensemble des organes humains. Donc quand quelque chose vient modifier son dynamisme, il va systématiquement chercher à le ramener à un niveau plus adapté à son moyen de fonctionnement habituel. Comme l'alcool stimule beaucoup le GABA. Le GABA, c'est un frein, on disait c'est un neuromodulateur. Donc qu'est-ce que va faire l'organisme pour lutter contre cette inhibition? Parce qu'il a besoin de fonctionner, le cerveau, pour fonctionner tous les jours. Se réveiller le matin, aller chercher de quoi manger, aller au travail pour pouvoir y manger. Donc tout ça, ce sont des fonctions essentielles. L'organisme va faire quoi? Eh bien, il va désensibiliser les récepteurs au GABA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il va y avoir moins de récepteurs au GABA afin d'éviter d'être trop freiné. C'est ce type d'adaptation qui finit par ancrer l'alcoolisme dans les neurones. Le cerveau est contraint d'inventer un nouvel état d'équilibre. Quand un alcoolique arrête de boire, l'équilibre précaire de son cerveau s'effondre. C'est ce qui crée l'état de sevrage. Ça se manifeste le matin par une nervosité, par des tremblements qui sont fins des extrémités, par une confusion anxieuse, parfois une petite obnubilation, et puis des sueurs et une tachycardie. Si ces symptômes ne sont pas traités, et en règle générale, ils sont traités par un sujet alcoolodépendant, par le fait qu'il s'alcoolise pour les diminuer, eh bien, dans la journée et dans la matinée, et parfois d'une manière extrêmement rapide et fulgurante, va se développer un grand syndrome de sevrage, avec là des tremblements qui vont intéresser tout le corps. Sur le plan psychique, l'obnubilation va laisser place à une véritable confusion avec des éléments qui sont délirants et qui sont liés à une disperception, c'est-à-dire le fait que le sujet va interpréter dans son champ visuel des objets sur lesquels il va construire une image. Par exemple, et on le voit très bien dans la littérature et dans les films, dans le délirium tremens, il va interpréter la présence d'une chaussette comme un rat, et il va voir des milliers de petits rats au fur et à mesure envahir son champ visuel, ce qui est extrêmement angoissant. Cet embrasement cérébral peut conduire à des crises convulsives généralisées et, dans des cas relativement rares, 6%, à la mort du sujet par une hyperexcitabilité cérébrale et une grande déshydratation.